très heureuse d'être avec vous. Et puis très heureuse aussi de retrouver Yves et nos débats qui avaient été déjà extrêmement riches au moment du comité national d'éthique. Je pense que vous connaissez Yves et il a un rapport à la disputatio vigoureux. Donc c'est vrai que c'est toujours extrêmement riche et tu avais la gentillesse de souligner éventuellement une compétence qui est la mienne, je ne suis pas si sûre, mais d'enseigner. Mais toi, tu es un très, très grand aussi pédagogue et mon Dieu, Dieu sait sur le terrain qui est le tien et qui est extraordinairement complexe d'avoir quelqu'un qui voilà, sait nous orienter et nous faire comprendre dans un langage bien sûr, nous, novices, son champ disciplinaire, c'est quand même essentiel. Donc, moi, aujourd'hui, effectivement, quand on a parlé de cette conférence, on est allé chercher quelque chose pour jouer effectivement sur les mots. Donc, quand le cerveau rumine, bien évidemment, je ne vais pas aujourd'hui vous faire une description. Peut-être qu'on aura ce moment ensemble et peut-être que Yves nous dira quelque chose sur qu'est-ce qui se passe neurologiquement quand ça rumine, parce que c'est quand même une vraie question et qui m'intéresserait au plus haut point. Mais je vais essayer, pour ma part, d'en dire quelque chose de cette rumination du côté de la philosophie et du côté de la psychanalyse. Donc, dans un rapport clinicien qui est le mien, puisque moi, je reçois notamment des patients, j'ai une patientèle. Dans cette patientèle, elle est assez variée. On va dire, il y a une grande partie qui est où c'est de la supervision et de l'accompagnement de soignants, de la clinique du burn-out de soignants. Donc ça constitue une première partie. Une deuxième partie, ce qui est peut-être un tout petit peu plus rare chez les psychanalystes, j'ai toute une partie de ma patientèle en co-tutelle avec des psychiatres. Donc, ça veut dire que c'est des patients qui sont bien évidemment en psychanalyse avec moi, mais qui me sont envoyés par des psychiatres ou que moi-même j'envoie à des psychiatres et on les suit en constellation, entre guillemets, à deux, parce que bien évidemment, les médicaments parfois sont absolument nécessaire même pour entreprendre un travail analytique qualitatif et qui va venir justement soutenir l'auto-soin, déjà créer un consentement aux soins, et puis indépendamment de ce consentement aux soins, de créer une sortie possible, puisque tout mon travail, ça va être d'identifier effectivement des patterns de répétition, éventuellement de rumination, mais déjà des répétitions névrotiques ou autres, ou des clivages, et puis de voir ensuite comment on va venir arrêter cela. Donc, aujourd'hui, vous dire quelques mots philosophiquement de cette notion de rumination, de ressentiment, parce qu'elle est liée effectivement à la question du ressentiment. D'emblée, alors je ne sais pas s'il y a des philosophes patentés dans la salle, mais dire malgré tout ce que la rumination n'est pas. Et je vais prendre un auteur essentiel en philosophie qui est Hegel. Et pourquoi je prends Hegel? Parce que notamment les deux autres auteurs avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui sur la question du ressentiment et de la définition philosophique du ressentiment, c'est Nietzsche et Scheler. Donc Max Scheler, donc début du XXe et puis bien sûr XIXe, Nietzsche, et tous deux ont grandement travaillé la notion de ressentiment. Et c'est assez drôle d'ailleurs de voir, c'est toute la poésie, si j'ose dire, de la philosophie, c'est que chez Nietzsche, le ressentiment est une maladie qui est quasiment consubstantielle au christianisme. Et donc, dans sa critique du christianisme, il va lier cela à comment dire, l'avènement de cette question du ressentiment, alors que Scheler, justement, va voir dans le christianisme, au contraire, un contre-argument essentiel au ressentiment. Donc, c'est assez drôle de voir qu'à quelques décennies près, vous avez une thèse comment dire, antinomique sur le lien substantiel entre le christianisme
et comment dire, et le ressentiment. Mais en amont de cela, vous avez Hegel, qui est dans la phénoménologie de l'esprit, qui est un penseur essentiel, puisque c'est notamment le penseur de ce qu'on appelle le travail du négatif, c'est-à-dire le grand penseur je ne sais pas comment on appellerait ça neurologiquement, mais de tout ce qui vient être la conscience réflexive, et la conscience réflexive qui vient remettre sans cesse en question ce qui vient d'être pensé. Hein. Donc, voilà. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que bien évidemment, la rumination, ce n'est pas le travail du négatif au sens philosophique du terme, le travail du négatif au sens de la fonction critique en éveil et qui vient, comment dire, remettre sur le métier, réinterroger les choses, etc. Donc, la rumination, c'est au contraire autre chose, c'est une forme de passivité, c'est quelque chose qui prend tout l'apparat, si j'ose dire, de l'ingénierie intellectuelle, mais qui en fait patine dans le vide, hein, et ne crante pas. Hein, donc, alors que le travail du négatif chez Hegel, il crante, c'est-à-dire qu'il fait synthèse, il fait qu'on passe un seuil à chaque fois. Et donc, c'est d'essayer de comprendre comment ceux qui, comme ça, en apparence, se posent comme critique, se posent comme négatif, en fait, n'est pas du tout au même endroit en termes d'efficience cognitive, émotionnelle aussi, parce que c'est d'un côté, vous allez avoir une passivité et une théorie de l'action qui est entravée du côté du ressentiment, c'est-à-dire que plus vous allez dans le ressentiment, moins vous êtes capable d'agir. Donc, plus vous rentrez dans un phénomène de réaction et en fait de pâtir, et vous n'arrivez plus à produire ce qu'on appelle une théorie de l'action, c'est-à-dire penser quelque chose et avoir un mouvement pour transformer et pas être au même endroit. Donc, là encore, on est en boucle sur soi-même. Et donc voilà. Alors, je reviens à notre cher Nietzsche, qui a défini effectivement la notion de ressentiment dans tout son travail. Et pour vous donner un petit peu des éléments pour dire qu'est-ce que c'est cette rumination, ce ressentiment, il parle d'intoxication, il parle de morale des esclaves, je vais y revenir, il parle de l'incapacité de faire face au désert, à l'aridité, donc on pourrait dire tout simplement au principe de réalité, hein, au réel. Le réel fait effraction, dirait Lacan, hein, c'est-à-dire que, ou même Freud. Le réel, comment dire, Lacan disait, c'est quand on se fait mal, quoi. Boum, voilà. Qu'est-ce que c'est que le réel? C'est ça. Donc fondamentalement, la fonction du réel, c'est de faire effraction. Et le sujet, face à cela, face à cette effraction, va arriver soit à sublimer cette effraction, soit au contraire à encaisser cette effraction, à être éventuellement traumatisé par cette effraction. Donc, on reviendra aussi sur cette notion de traumatisme, parce que très souvent, les individus qui sont touchés par la pulsion ressentimiste considèrent qu'ils ont été traumatisés. Donc ça, c'est intéressant parce que tout mon travail a été de montrer qu'il n'y avait absolument pas nécessairement de lien de causalité entre le traumatisme, la souffrance, l'expérience d'injustice et la question du ressentiment. Et donc, vous avez la clinique, qui est la mienne, mais qui est celle de quantité de cliniciens, montre que vous pouvez avoir des individus qui ont vécu, hélas, les pires atrocités, mais qui ne développent jamais de ressentiment. De la même façon, vous avez des individus qui ont vécu des souffrances somme toute ordinaires, assez classiques. Bourdieu dirait des angoisses de position, hein, c'est-à-dire fondamentalement, en fait, la maladie du ressentiment, c'est une maladie qui est liée à ce que René Girard appelait la rivalité mimétique. Hein, donc toute la théorie du désir mimétique et le fait qu'on est pris dans une boucle
sans cesse de comparatisme. On est sous le grand panoptique. Moi, j'avais à un moment donné produit cette notion de nom des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire le fait que voilà, on était sans cesse pris dans c'est une forme de pathologie liée au regard social. On se regarde se regardant. Et donc, on est véritablement comme ça dans une théorie mimétique malfaisante. Donc, le ressentiment, c'est cette boucle-là. Et Scheller parle, lui aussi, pas forcément d'intoxication, mais il parle d'auto-empoisonnement. Et je vais le citer. Il parle de groll. Le groll, et je le cite, indique bien cette exaspération obscure, grondante, contenue, indépendante de l'activité du moi, qui engendre petit à petit une longue rumination de haine et d'animosité, sans hostilité bien déterminée, mais grosse d'une infinité d'intentions hostiles. Et c'est très intéressant de voir que chez Scheller, plus le ressentiment grandit, plus l'activité de discernement, la faculté de juger, est touchée. Donc, il y a une perte de la faculté de discernement. Et en fait, le ressentiment produit nécessairement, et c'est pour ça que c'est intéressant neurologiquement de voir qu'est-ce qui se joue derrière ça, produit une puissance d'indifférenciation. C'est-à-dire comme si on balançait comme ça sur le monde un voile de dénigrement et on n'est plus capable d'aller de manière microscopique, aller se nourrir de la variété du monde et on balance comme ça une ombre sur l'intégralité du monde et on va produire en fait une incapacité de se nourrir de la diversité du monde. Et le ressentiment produit chez le sujet, en fait, une ingénierie de la non-issue. Donc, toute l'intelligence, c'est pour ça que c'est vraiment sera très intéressant de voir qu'est-ce qui s'active, parce que c'est comme si on avait toute une version falsifiée, pervertie du raisonnement et de l'intelligence. Parce que Dieu sait si ça mouline, ça patine vraiment. Donc, il y a une activité. On a la même chose dans les délires paranoïaques, puisque bien évidemment que c'est une même famille. Quand on regarde le DSM ou la classification internationale des maladies psychiatriques, donc les deux grandes classifications des pathologies psychiatriques, le ressentiment n'est pas identifié comme ça, mais en revanche, c'est le noyau dur de quantité de troubles psychiatriques. Et on le retrouve comme ça dans les délires de persécution, les délires paranoïaques, les délires du trouble narcissique. Très intéressant de comprendre que le ressentiment est identifié dans les troubles narcissiques. Donc, on a un rapport à soi qui est, perverti. Donc, on a une conscience de soi qui n'est pas au bon endroit. Donc, ça, c'est quelques premières notions autour de cela. Je voulais vous renvoyer également, et puis je vais revenir sur la philosophie, mais vous renvoyer à un article qui était paru tout récemment, dans les années 2020, il y a 2-3 ans, et un article qui est paru dans une revue importante de psychiatrie, et qui revient sur ce qu'ils ont identifié comme un nouveau syndrome. Et ce syndrome, c'est le syndrome de la tendance à la victimisation interpersonnelle. Et ils ont appelé ça Tendency for Interpersonal Victimhood, le TIV. Qu'est-ce que c'est que ce TIV? Donc ce TIV, et puis ils ont fait une étude assez conséquente avec une cohorte. Donc ce TIV, il est identifié comme un sentiment durable que le soi
se retrouvent victimes dans les relations interpersonnelles. Et ce syndrome du TIV, il présente des conséquences affectives, il présente des conséquences cognitives et comportementales particulières. Et notamment, 4 grands critères viennent définir ce TIV. Alors, le premier critère, et ça fait écho à un grand philosophe contemporain qui s'appelle Axel Honneth et qui est un grand disciple aussi de Hegel. Le premier critère, c'est un besoin maladif de reconnaissance. Donc ça, on va y revenir, sachant que vous savez que chez Axel Honneth, la reconnaissance, ce n'est pas un besoin maladif, c'est un besoin vital. Donc, il s'agit bien de comprendre comment aucun être humain ne peut produire un processus de subjectivation si il est hors de ce que Axel Honneth appelle une éthique de la reconnaissance. Donc, il ne s'agit pas de... voilà. En revanche, même Axel Honneth rappelle qu'il y a des reconnaissances falsifiées et qu'il y a des dépendances à la reconnaissance, notamment à la reconnaissance sociale, mais qui, au contraire, vont invalider le sujet et mettre le sujet en danger. Mais on peut avoir donc un besoin de reconnaissance qui n'est pas simplement un besoin vital, mais qui à un moment donné devient un besoin pathologique. Donc, premier critère. Deuxième critère, et je vais expliquer ce qu'ils disent par là, ils appellent ça l'élitisme moral. Troisième critère, le manque d'empathie. Ça aussi, c'est important de rappeler que ceux qui sont dans un processus de victimisation assez systématique font souvent preuve d'un grand manque d'empathie. Donc, alors que précisément, ils se situent comme victimes. Donc, d'essayer de voir pourquoi. Et puis, dernier critère clé pour définir ce TIV, la rumination. Voilà, j'essaye de ne pas mettre mes mains là où il ne faut pas. Alors, l'élitisme moral, ça renvoie à quoi? Ça renvoie tout simplement à ce qu'on appelle l'absolutisme moral et la binarisation du monde. C'est-à-dire qu'en fait, la victime se définit, enfin, celui qui se sent victime des autres, se définit comme le garant de la morale. C'est lui qui va définir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Il est le garant de la légitimité morale, le garant de la supériorité morale. Et donc cet élitisme moral, il est utilisé, soulignent les auteurs de l'article, pour accuser les autres d'un comportement immoral, injuste, égoïste. Et en fait, cet élitisme moral, dans cet article, il est souligné que c'est une stratégie classique de défense contre les émotions douloureuses, et qui sont en fait des émotions liées à l'incapacité de la frustration. Et donc, quand on rentre dans un système où on a une base caractérielle et qui petit à petit s'est rendu incapable de sublimer la frustration, on va produire des stratégies de défense psychique qui sont notamment des défenses avec éventuellement des délires de persécution, de victimisation à outrance, etc. Donc, pour résister à cette impossibilité de faire face à une frustration qui est jugée comme une effraction et qui vient donc traumatiser le sujet parce que ce n'est pas possible. Elle vient l'effracter. Et c'est très intéressant de voir, si vous voulez, que dans le ressentiment, vous avez une telle perversion qui fait que normalement, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme? Un traumatisme, c'est quand même un événement. C'est-à-dire un événement a eu lieu, il fait trauma. Et quand vous rentrez en clinique avec des gens qui arrivent dans votre cabinet et qui sont épris de ressentiment, souvent, ce qu'ils définissent comme un trauma, c'est un non-événement. C'est ce qui n'a pas eu lieu. Donc, on marche sur la tête. Donc, on essaye de leur dire, non, donc, essayons de sortir. C'est une déception. Ce n'est pas un trauma. C'est autre chose. Ça peut provoquer une souffrance, bien sûr, mais non. Cette attente non, récompensée fait que c'est ressenti fondamentalement comme une injustice et cette injustice va produire du trauma. Et on a beau leur expliquer que non, il peut tout à fait y avoir une injustice,
parce que ça c'est un fait, mais que la souffrance qui va se mettre en place par-dessus ça et qui va les piéger dans un cercle infini de négativisme et d'absence de discernement, et qui va bien évidemment les empêcher de produire une action susceptible de produire de l'issue, ça, au contraire, c'est véritablement le travail du ressentiment et pas la conséquence de l'injustice ou du traumatisme. Mais c'est extrêmement compliqué de leur faire reconnaître en fait, cette réalité de la responsabilité du sujet. Puisqu'il y a un refus ou un déni ou une incapacité de voir la place du sujet et le rôle du sujet à l'intérieur du processus ressentimiste, et qui n'est ressenti que comme quelque chose qui s'abat sur moi et vis-à-vis duquel je ne peux rien faire. Tout le travail du clinicien va être au contraire de remettre de la théorie de l'action et de remettre du pouvoir d'agir du côté du patient, en lui démontrant qu'il a bien évidemment la clé du dépassement de ce ressentiment. Et c'est là où le travail clinique est pas aisé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cet article, encore une fois, il y a une absence qui est validée, une absence de causalité entre la victimisation et le traumatisme. Et la victimisation est identifiée comme un trouble narcissique, et notamment, les auteurs établissent un lien caractérisé entre le syndrome de victimisation et le désir de vengeance. Donc, on connaît bien, nous, ça, il y a quantité de thèses qui se sont faites sur le statut de ce qu'on appelle victime-bourreau, et qui est un statut très proche, et qu'il est important de décrypter assez tôt, notamment dans des traductions plus collectives de ressentiment. Parce qu'à ce moment-là, on peut davantage mieux comprendre ce qui peut se jouer collectivement quand tout d'un coup, cette passion ressentimiste n'est pas simplement celle d'un sujet, mais de plusieurs sujets ensemble. Et comment ils peuvent faire bouger l'histoire, et comment, hélas, le ressentiment est un moteur de l'histoire. Alors, pas un moteur progressiste, mais un moteur de l'histoire au sens où ça va provoquer des phases de grandes réactions et des phases de grands retours autoritaristes pour justement apaiser ce ressentiment. Alors justement, ceux qui travaillent sur ce destin collectif de la pulsion ressentimiste, il y a différents auteurs, et je vous en cite que quelques-uns, parce que indépendamment de Nietzsche, de Scheler, qui ont travaillé aussi là-dessus. Vous avez Adorno, qui est un grand théoricien, c'est tout ce qu'on appelle la théorie critique, le début de l'école de Francfort, et donc les années 50, grand auteur de la dialectique négative. Et Adorno a littéralement fait une thèse sur justement ce qu'il a appelé la théorisation sur la personnalité à, je cite, potentialité fasciste, puisqu'il faisait sa thèse sur les études sur la personnalité autoritaire. Et donc, justement, il a noté dans ce travail que ces personnalités à potentialité fasciste avaient des grands invariants. Et parmi ces grands invariants, il a justement parlé de conventionnalisme, de également ce qu'il appelle servilité autoritaire, hein, de ce qu'il a appelé également égalitarisme répressif. C'est très tocquevillien, hein, c'est pour tous ceux qui connaissent Tocqueville. Chez Tocqueville, qui est un grand théoricien de la démocratie et de la société moderne démocratique, Tocqueville est un des premiers auteurs à avoir identifié ce qu'on pourrait appeler des équations de travestissement démocratique.
Et c'est un auteur très churchillien, si j'ose dire, dans l'âme, avant Churchill, puisque Tocqueville est un des premiers auteurs à avoir considéré qu'à la fois, il y avait, dit-il, une forme de providence de la démocratie, c'est-à-dire qu'il était encore dans un sentiment de linéarité de l'histoire. Hein. Depuis, je pense qu'on a atterri. La linéarité de l'histoire, c'est de croire que l'horizon de l'histoire, c'est la démocratie. Hein, et que l'horizon de l'histoire, c'est évident, la démocratie, de manière presque comme ça, comme le libéralisme nous l'enseigne, c'est-à-dire des théories spontanées, vous savez, d'avènement. Bon, aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a rien de plus fragile que la démocratie et que l'histoire, elle peut se retourner en une seconde et que rien n'est écrit à ce niveau-là. Mais 19e siècle, on est avant la grande catastrophe du 20e, c'est-à-dire en gros avant Hiroshima et avant Auschwitz, qui véritablement signe ce que l'on pourrait appeler la catastrophe des Lumières, hein, puisque avant cette catastrophe des Lumières incarnée par Hiroshima et par Auschwitz, vous avez tous les théoriciens de la philosophie qui considèrent Kant, Hegel, grand penseur de la linéarité de l'histoire, Tocqueville, etc., tous considèrent qu'il y a ce qu'on appelle une convergence des finalités. C'est-à-dire que la convergence des finalités, c'est de dire que plus il y aura de la science, plus il y aura de la morale, plus il y aura de la cohabitation pacifique entre les peuples, plus il y aura, de la cohabitation culturelle favorable, etc. Donc, tout va au même endroit. La science, l'éthique, la technique, la politique. Voilà ce que c'est que les Lumières. Le rêve des Lumières, c'est cette convergence des finalités. Le XXe siècle, c'est boum, c'est un grand coup de pied dans la convergence des finalités et c'est la catastrophe des Lumières, c'est la faillite des Lumières. Et aujourd'hui, on est dans un monde critique par rapport à cette raison des Lumières avec un grand L, et on voit très bien que, au contraire, il nous faudra nous armer de nouveau à la restauration d'une convergence des finalités au sens où on essaye d'articuler, pour le dire plus rapidement, science et conscience, quoi, ou éthique et recherche. Bon. Donc, tout ça pour dire que cette convergence des finalités, voilà, elle a volé en éclats. Et puis, donc Adorno, grand penseur de cette fin des convergences, des finalités, et qui a voulu essayer de comprendre pourquoi des phases ressentimistes collectives s'organisaient, se mettaient en place. Qu'est-ce qui faisait que le fascisme pouvait advenir? Et vous avez un autre grand auteur qui a travaillé, enfin, vous avez quantité d'auteurs, mais notamment dans cette même veine, qui ont travaillé sur le fait de montrer que, en fait, le moment fasciste, avant d'être un moment historique, avant d'être un moment politique, est un moment psychique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Adorno le pense, et Wilhelm Reich le pense également, et puis d'autres auteurs, Hermann Brock, etc. On a toute une grande tradition de la philosophie sociale et de la psychologie comportementalo-sociale du début du XXe siècle qui explique que le fascisme n'est pas la conséquence des injustices socio-économiques, que ça, ce sont des critères qui peuvent, hélas, renforcer la potentialité fasciste, mais que la potentialité fasciste, c'est quelque chose qui renvoie à un psychisme et à une perversion psychique. Et que donc, à ce moment-là, on vient lutter fondamentalement contre l'avènement du fascisme, en fait, quand on est en amont de la question gouvernementale, c'est-à-dire au niveau du moment du soin
de la santé, de la clinique, de la psychologie. C'est donc tous les grands auteurs de la psychologie sociale et bien évidemment de l'éducation, de la culture. Et c'est très important de comprendre ça parce que sinon, en fait, on flirte sur un volcan. Et quand on vient sans cesse croire qu'on va faire baisser le ressentiment par la simple matérialisation de l'économie, etc., on ne comprend pas qu'en fait, non, on le met comme ça sous le feu, mais on ne le fait absolument pas disparaître. Parce que ce qui fait disparaître le ressentiment, c'est une activité de sublimation. Et donc, c'est une activité de symbolisation et non pas quelque chose qui renvoie à la matérialisation. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on doit valider les injustices. C'est deux choses différentes. Hein, je veux dire, bien évidemment qu'il faut comprendre qu'il est tout à fait important de politiquement lutter contre les injustices sociales. C'est une évidence. Mais il faut comprendre que ce n'est absolument pas le ressentiment qui est le juste moteur de l'histoire pour lutter contre les injustices sociales. Non, le ressentiment, ça produit des gouvernements autoritaires. Ça fait que ça. Et ça fait simplement changer la victime en bourreau. Et donc, l'injustice, ça la fait simplement passer d'un camp sur un autre camp. Voilà, c'est ça que ça fait. Mais ça ne produit pas un travail sur comment tout d'un coup on va venir dépasser et produire des émancipations collectives plus inclusives, etc., etc. Donc, ce travail-là, si vous voulez, il est bien montré par, encore une fois, par Adorno, par Wilhelm Reich dans La psychologie de masse du fascisme, c'est un texte de 1933 par exemple, et qui montre que avant que le fascisme soit un mouvement politique, Wilhelm Reich dit on héberge le fascisme dans son propre moi. Et le fascisme, dit-il, est l'attitude émotionnelle fondamentale de l'homme qui se sent opprimé, pas nécessairement qui est opprimé, mais qui se sent opprimé. Donc ça aussi, c'est toute la question sur laquelle souvent voilà, donc la question de l'objectivation, la question du ressenti, qui est neurologiquement importante parce qu'on sait bien que c'est celle qui vient s'imposer comme réalité. Et c'est intéressant de voir que chez Wilhelm Reich, toute la civilisation, je cite, machiniste, autoritaire, viriliste, etc., produit nécessairement aussi comment dire, des structures caractérielles, je reprends le thème de Wilhelm Reich, des structures caractérielles qui n'arrivent pas à produire, et je cite aussi Wilhelm Reich, une aptitude à la liberté. Donc, on voit que l'éducation et que, en fait, d'une certaine manière, la juste affaire du gouvernement, c'est très foucaldien. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cours de Michel Foucault, mais il y a un cours qui est dédié justement au gouvernement de soi-même et des autres. Et on voit très bien qu'en fait, l'affaire de la démocratie, bien sûr, c'est celle des institutions, bien sûr, c'est celle de la démocratie procédurale, etc. C'est clé, mais en fait, l'affaire de la démocratie, c'est en amont, c'est-à-dire comment on construit à la fois les conditions individuelles et les conditions collectives d'aptitude à la liberté. Ça pourrait s'arrêter là, la définition de la démocratie, de l'état de droit, de l'état social de droit. Ça pourrait être simplement ça. Parce qu'après qu'il y ait du vote, pas de vote, de la proportionnelle, pas de proportionnelle, du Conseil constitutionnel, des conventions citoyennes, en fait, oui, pourquoi pas, mais ça peut changer. C'est une affaire de dispositif qui varie. On voit bien que la définition fondamentale de qu'est-ce que c'est qu'un État social de droit, c'est produire des conditions d'aptitude à la liberté, ou si on veut donner une autre définition,
John Rawls, l'exercice libre de la rationalité publique. Voilà ce que c'est que la démocratie, au sens, encore une fois, d'état de droit, hein, pas de tyrannie de la majorité. Donc, au sens où, où derrière la démocratie, ce qu'on essaye de produire, et c'est là toute la difficulté, c'est qu'en démocratie, la compétence, l'expertise n'est pas un critère. Nous ne passons pas un permis pour aller voter, par exemple. Hein, on vote, c'est un droit inaliénable. À 18 ans, on vote, et bientôt peut-être à 16. Bon, donc, voilà, et c'est une conquête aussi qu'un certain type d'expertise ne soit pas confiscatoire pour voter, mais en même temps, la démocratie, c'est aussi ce que Foucault appelait un régime de véridiction qui est hiérarchisé. Et dans ce régime de véridiction, il y a un pacte en démocratie avec la science. Il y a un pacte essentiel avec la science qui montre qu'il y a plusieurs régimes de véridiction en démocratie qui existent. C'est-à-dire les régimes de véridiction, c'est les régimes, la manière dont on dit le vrai, entre guillemets. Comment on s'entend pour dire le vrai. En démocratie, on a le droit de dire le vrai de plusieurs manières. Sauf que toutes n'ont pas la même valeur de procédure et d'organisation de la vie de la cité. On reconnaît qu'on peut dire le vrai de manière religieuse, mais ce n'est pas ça qui va être reconnu comme, par exemple, on ne va pas s'appuyer sur la religion dans l'enceinte parlementaire. L'enceinte parlementaire de rationalité publique, etc., va considérer que le régime de véridiction sur lequel elle s'appuie est plutôt un régime lié à la science. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reconnaît pas, par ailleurs, qu'on a le droit, mais dans d'autres sphères. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une pluralité des régimes de véridiction, mais tous ces régimes de véridiction ne valent pas et ne comptent pas de la même façon dans l'organisation de la vie de la cité. Bon. Et ça, c'est très important parce que c'est malgré tout, on voit bien qu'on n'est pas le même et on ne produit pas le même type d'action que l'on soit dans l'espace public, dans l'espace privé, etc. etc. Bon. Alors, pour conclure ce moment, parce que j'ai 45 minutes et que le temps file, revenir sur les troubles un petit peu, et peut-être que vous reconnaîtrez comment dire, certains d'entre nous sur ces troubles liés à la pulsion ressentimiste. Dans le DSM, justement, on parle de troubles oppositionnels envahissants. Troubles oppositionnels envahissants avec provocation. Attitude systématique négativiste, hostile et vindicative. Ne jamais reconnaître ses torts. Mauvaise foi pathologique. Très intéressant. Désavoue toute forme d'autorité, mais sans accès au sens de sa désobéissance. Vraiment, c'est le DSM qui dit ça. C'est drôle de voir que, bien évidemment, parce qu'il y a la désobéissance, c'est une réflexivité. Si la désobéissance, ce n'est pas une réflexivité, c'est juste du caractère intempestif et ça n'a aucun intérêt. Donc, une susceptibilité exacerbée, un refus de l'issue, des troubles de l'attention, irritabilité, une impossibilité de concentration. Vous voyez, c'est là où on voit que c'est très intéressant et que neurologiquement, le ressentiment, on va avoir des troubles de concentration, on va avoir des troubles d'hyperfocalisation. Et donc, cette hyperfocalisation, cet obsessionnel, etc., hyperactivité, déficit de l'attention. Et c'est tout un problème parce que, bien évidemment, c'est très intéressant de voir aussi, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les régimes qui sont les nôtres aujourd'hui, pardon, pas les régimes, mais dans les mondes sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui, on sait qu'on a des atteintes au régime qualitatif d'attention. Parce qu'on est sans cesse bombardé je sais pas moi, d'écrans, de vision, etc. Et là, alors,
bien évidemment, ça ne viendra pas provoquer du ressentiment. Mais quand même, ça fragilise le sujet. Parce qu'il faut comprendre que un des points, si vous voulez, qui vient nous aider à sortir du ressentiment, c'est le fait de relancer un régime qualitatif d'attention. Et que donc, si on est en déficit d'attention et si on est sans cesse sous les écrans, etc., atomisé, surexposé à comment dire, tout un certain type d'informations, etc., on perd la capacité justement de lutter contre sa propre tentation ressentimiste. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, vous voyez qu'il y a un truc physiologique et neuro qui est quand même important. Donc, ce n'est pas ça qui viendra provoquer, mais ça n'aidera pas à en sortir si on... Voilà. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est toute une capacité de se renourrir de l'extérieur qui va aider le sujet à s'extirper de cette rumination. Et que donc tout notre travail, je pense aussi, et notamment moi je suis un professeur, c'est de voir comment on maintient les uns et les autres dans un régime qualitatif d'attention parce qu'il est protecteur aussi contre un certain type de troubles comportementaux. Et pas simplement que de troubles neurologiques, mais de troubles ensuite et puis d'un rapport aux émotions. Il est évident que les régimes qui sont moins qualitatifs d'attention ne nous protègent pas contre les émotions tristes et au contraire produisent davantage d'émotions tristes. Et il y a un effet dans le ressentiment, il y a une dérégulation thymique, et qui bien évidemment n'aide pas le sujet. Donc, pour conclure, si vous voulez, dire plusieurs choses sur ce ressentiment. D'abord, comprendre que voilà, le ressentiment n'est pas nécessairement lié au traumatisme. Que le ressentiment n'est pas parce que très souvent on dit c'est l'expérience politique de l'injustice qui produit du ressentiment. Donc c'est faux, c'est un diagnostic qui est erroné. Le ressentiment est d'abord un moment psychique et qui, bien évidemment, après, vous aurez quantité. Alors là, il suffira de regarder le monde pour trouver tous les alibis. Parce que de fait, le monde est terriblement injuste et donc vous trouverez tous les alibis pour valider votre ressentiment. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de savoir si le ressentiment est le meilleur outil pour lutter contre les injustices, puisque c'est souvent ce qui est aussi posé comme argument par ceux qui éprouvent du ressentiment en disant mais c'est l'opérateur du changement. Bon, la réponse est non. Ce n'est pas l'opérateur du changement, ce n'est pas l'opérateur d'un progrès d'émancipation historique, c'est simplement un opérateur d'avènement autoritariste nouveau et qui changera le rapport de force dominant, ça c'est vrai, mais qui ne viendra pas, acter une émancipation collective plus inclusive. Donc en fait, vous remplacerez une injustice par une autre injustice, mais voilà, ce qui est quasiment l'histoire du monde, mais quand même, malgré tout, autant essayer, l'État social de droit essaye quand même d'avancer une histoire un peu plus progressiste pour l'ensemble des parties prenantes. Et puis, troisième point, c'est de comprendre qu'à ce moment-là, pour lutter contre le ressentiment, il nous faut vraiment réarmer ce que Freud appelait les puissances de sublimation. Et les puissances de sublimation, elles ne se constituent pas du côté de l'agir gouvernemental, de l'action du gouvernement, elles se situent en amont de cette action du gouvernement, c'est-à-dire fondamentalement au niveau du soin, de la clinique et de l'éducation. Et donc, résultat, voilà, ça veut dire que
politiquement, demain, si on veut continuer, encore une fois, d'avoir une aventure importante, forte avec la démocratie, ben, ça veut dire qu'il faut totalement réorienter de façon très, très forte le travail de protection démocratique sur justement l'éducation, la clinique, le soin, parce que c'est ça qui est protecteur de l'avènement démocratique et non pas simplement la question du vote, la question des institutions, la question de la procédure, qui sont des questions importantes, mais en fait totalement secondaires par rapport aux grands enjeux qui sont ceux de la culture, de l'éducation et de la clinique psychologique, psychanalytique, donc de l'individu. Voilà, je vous remercie.